y va? Merci à tous d'être venus. Dernier créneau, donc c'est gentil. On est super content d'être ici. Mais avant de commencer, on voulait vous parler de quelque chose. Quelque chose qui va apparaître, on espère. Oui. Avec Guillaume, il y a quelques mois, on a eu l'idée du siècle. Imaginez une application qui vous permette de régler tous vos problèmes d'anniversaire. C'est-à-dire que ça, là, ces conversations de l'enfer où tu te rappelles même plus pour qui c'est parce que tu as essayé de ne pas te faire cramer, fini. Imaginez là, ça va être très très embêtant. Les sondages avec les pouces là, je ne sais pas si ça vous dit un truc, mais moi j'en pouvais plus, donc fini. Et surtout, les anniversaires souhaités 6 mois en retard, fini. Avec Guillaume, on était assez convaincus de l'idée. Je ne sais pas si je vous ai convaincus, mais en tout cas, nous, on l'était. Et surtout, on a appris vraiment beaucoup de trucs. Et donc, on voulait venir vous en parler. Du coup, on se lance dans notre petit projet. Et donc, du coup, on commence par le bac. Première feature, c'est moi qui suis en charge de faire les premières US. Et ma première US, c'est d'afficher une liste de cadeaux dans notre front. Donc, ça doit ressembler à peu de choses près à ça. Donc, pas trop de difficultés. Je me dis que, à peu de choses près, je dois faire une API qui me renvoie un JSON qui ressemble à ça, avec toutes les informations dont je vais avoir besoin pour afficher ma liste de cadeaux. Ça sort pas trop de ce que j'ai l'habitude de faire, du coup je vais assez vite. Je passe assez rapidement à ma deuxième feature. Et ma deuxième feature, c'est d'afficher la liste des listes de cadeaux auxquels je participe. Ouais, ça s'affiche toujours en retard sur la télé. Je pense que sinon il faut passer sur un partage de cours. C'est sympa pour le spoil, donc ne regardez pas. Ok. Donc là, vous voyez qu'une liste de cadeaux, ici, dans cette vue-là, c'est quelque chose de complètement différent. J'ai 3 infos à afficher par liste de cadeaux, le nom de la liste, pour qui la liste est, et la date de l'événement. Et jusque-là, moi, dans mon API, une liste de cadeaux, ça ressemble à ça. Je tire toutes ces infos-là, mais en fait, je me rends compte que pour faire ma deuxième feature, j'ai besoin que de ces champs-là, en fait. Et avec Mathilde, on aime bien faire les trucs de manière optimisée, on aime bien récupérer que ce qu'on a besoin de récupérer. Donc, je fais une deuxième API qui me renvoie la liste de mes listes de cadeaux avec le petit JSON un peu plus succinct à l'intérieur. Okay, 2 semaines plus tard, vous commencez à voir le truc venir. J'ai le même problème. Une liste de cadeaux, c'est encore un autre truc. J'ai d'autres informations de la liste de cadeaux à afficher dans mon front. Et je vais devoir faire un nouveau endpoint qui me présente un nouveau JSON. Bref. Là, je me dis que c'est peut-être le moment de se poser un peu parce que j'ai l'impression que ce problème-là, je ne suis pas le seul à l'avoir, qu'il y a sûrement des gens qui ont déjà réfléchi à la question. Et ça tombe bien parce que le jour où ça m'arrive, c'est vendredi. Et vendredi, avec Mathilde, on se fait des discussions stratégiques sur le projet pour décider un peu d'où ça va. Bon, du coup, on va au bar boire des bières. Et du coup, je décide de parler de mon problème à Mathilde. Et Mathilde, direct, elle me dit « Mais j'utilise un truc tous les jours qui va répondre à tous tes problèmes. Ça s'appelle GraphQL. » Je m'appelle Guillaume Roussel, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour Takima et actuellement je suis en mission chez Drive, qui est une filiale d'EDF. Et Mathilde Laurin, ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Takima, je suis lead dev en interne et j'étais pendant 2 ans en mission chez Miracle où j'ai pratiqué du GraphQL autre que dans notre petite start-up qu'on va vous présenter. Donc, avant tout, là, on fait un petit sondage de la salle. Qui a déjà utilisé le starter Spring Boot GraphQL dans la salle? Guillaume, j'espère, ouais. Merci. Vaut mieux, ouais. Qui a déjà utilisé GraphQL en général? Ouais, bon, on est 3. Et qui utilise REST? Ok. Parfait. Donc ça va, parfait. Guillaume, il a un peu la tête dure. Et du coup, il va falloir le convaincre. Donc, comment on l'aurait fait si on avait codé notre application en REST? Assez classiquement, je pense que ça parle à tout le monde, on aurait fait des DTO. Premier besoin, on aurait fait une GIF list DTO avec tous nos attributs. Deuxième besoin, on aurait fait une GIF list summary DTO. Bon, j'avais pas trop d'inspiration sur le nom du DTO, mais vous voyez le principe. Et troisième besoin, on va faire une GIF list with proposition DTO parce que du coup, on a juste les propositions dans notre DTO. Là, on voit qu'il y a vraiment un problème de scalabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à mon besoin de flexibilité, je réponds à mon besoin. Uniquement, à chaque fois que j'ai un nouveau besoin, je fais un nouveau DTO.
Là, moi, mon besoin, c'est de me dire, j'ai une liste d'attributs que je veux récupérer de manière dynamique. Et ça, REST, ça répondait pas du tout à ce que je voulais faire, enfin surtout ce que voulait faire Guillaume. Donc, on est à notre troisième pinte et on se dit, Guillaume, on va construire notre solution idéale et on va se dire, repartons, réinventons la roue et qu'est-ce qu'on aurait fait si on l'aurait fait de notre manière à nous. Alors la première question qu'on se pose, c'est comment on spécifie ce qu'on veut récupérer. Puisqu'on a dit justement que notre problème, c'est de vouloir récupérer qu'un certain sous-ensemble d'attributs de notre source. Première idée qu'on a avec Mathilde, bon, je vais refaire la même chose comme ça, on est encore tranquille pour 5 minutes. Première idée qu'on a avec Mathilde, c'est de se dire, ok, on va mettre une liste dans les query param de notre requête. Donc en gros, dans l'URL, on va rajouter attributes et puis la liste des attributs qu'on va récupérer. Donc quand on met sur papier, ça donne un truc à peu près qui ressemble à ça. Donc du coup, là, le premier problème qu'on voit, c'est que c'est pas très clair. Là, je ne sais pas si vous trouvez ça clair, mais là, comme ça, en regardant la requête, je ne sais pas trop quels attributs je suis en train de récupérer. Et en plus, si on commence à coupler ça avec de la pagination, de la recherche, bref, ça alourdit beaucoup l'URL. Et puis en plus, j'ai un souvenir d'un problème que j'ai eu dans une de mes missions précédentes, qui est que on avait réussi à taper la taille max d'une URL. Il faut savoir qu'une URL a une taille max de 2083 caractères. Et donc du coup, maintenant, j'ai une petite peur viscérale. Quand je vois des URL longs comme ça, je me dis que ça peut arriver assez facilement, donc il faut faire attention. Bon, on oublie la liste des query param, et on se dit que c'est peut-être une meilleure idée de passer la liste des attributs dans le body de notre requête. Donc du coup, ça va nous imposer d'utiliser une requête post, put ou patch parce qu'on continue à porter nos requêtes avec HTTP et donc pour mettre un body, on est obligé de passer par ces requêtes. Si on fait un petit parallèle avec ce qu'on a chez GraphQL, en GraphQL, en fait, on va utiliser un endpoint post. Bon, jusque-là, c'est assez cohérent avec ce qu'on est en train de dire. Et puis, on va passer la liste des attributs dans le body de notre requête. OK. Et là, on se demande, mais comment on sait qu'on ne fait pas du REST, qu'on fait du GraphQL ou la solution qu'on veut construire? Parce que là, si on reprend un peu l'exemple, on va faire un post GIF list, mais quand vous faites un post GIF list, peut-être que je suis un peu REST oriented, mais je me dis, ça me permet de créer une GIF list. Jusque-là, tout va bien. Sauf que là, on a dit qu'on allait mettre un post dans les deux cas. Donc, comment je sais si je crée une GIF list ou si je récupère une GIF list? Donc, on est obligé de trouver une solution, et pour ça, il faudrait faire un endpoint complètement différent qui nous signifie qu'on fait bien du GraphQL et pas du REST. Bon, on réinvente la roue, mais on va quand même voir ce qui se passe côté GraphQL. Et côté GraphQL, pareil, ils ont fait un endpoint, un post/GraphQL, qui te permet de savoir que tu ne fais pas du REST, tu fais bien du GraphQL, et qui te permet de savoir que là, tu vas récupérer tous tes éléments. Là, par exemple, ton ID, ton name et ton created for, ou tes participants, si tu as besoin de tes participants. Petit disclaimer, là je suis en train de comparer REST et GraphQL. C'est pas le but, c'est pas de dire quel est le mieux ou il faut vraiment utiliser REST ou il faut vraiment utiliser GraphQL, c'est qu'il y a des scopes pour lesquels on utilise REST et des scopes pour lesquels on utilise GraphQL. REST, c'est plutôt quand vous êtes vraiment orienté ressources et que vous avez un besoin fort de structure. Et GraphQL, c'est plutôt de la flexibilité, un besoin de flexibilité et de l'optimisation de la latence. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas allier les deux dans vos API. Une autre question qu'on se pose, c'est comment je manipule ma ressource. Donc là, si on fait un petit résumé, on a dit qu'on utilisait une requête post, qu'on utilisait un endpoint qui n'avait rien à voir avec du REST, /GraphQL par exemple. Sauf que on a perdu l'information sur la ressource. En REST, l'information sur la ressource, c'est l'URL sur lequel on est en train de taper. Mais là, en fait, on ne sait plus quelle ressource on est en train de manipuler. Et donc du coup, avec Mathilde, on commence par se dire peut-être qu'on peut customiser une autre partie de notre requête pour intégrer cette information-là. Et puis, on se rend vite compte, pardon, j'ai sauté une slide, on se rend vite compte que en fait, c'est peut-être pas mal d'avoir un query language qui nous permet de tout recentraliser. Parce que là, on est en train d'éclater toutes les informations à droite à gauche de notre requête. On fait des petits raccourcis en utilisant les spécificités de HTTP. Et en fait, un query language, ça va nous permettre de tout rassembler au même endroit. Comme ça, on va pouvoir dire à la fois quelle ressource on est en train de cibler, quelle opération on applique à ma ressource, et surtout, quels attributs on veut récupérer. C'est l'objectif premier de toute la réflexion. Bon, encore une fois, allez, on regarde en GraphQL, c'est ce qu'ils font, il n'y a pas de magie. Dans le corps de la requête GraphQL, on a une opération qui peut être une query ou une mutation, et c'est le nom de l'opération en général qui va désigner la ressource sur laquelle on va faire l'opération en question.
Donc là, vous voyez par exemple get gift list ou create gift list. Comme ça, on sait qu'on est en train de viser une gift list. Si on fait un petit point comparaison entre REST et GraphQL, pour avoir un petit peu des parallèles entre les deux, quand on veut récupérer une ressource, en REST, on a l'habitude de faire un get. En GraphQL, ça va s'appeler une query. Si on veut modifier une ressource, en REST, on fait post, put ou delete. En GraphQL, on a un truc unique qui s'appelle mutation et qui est utilisé pour les trois. Et puis, si on veut faire l'équivalent de ce qu'on fait avec des WebSockets, de la connexion en temps réel, on va pouvoir utiliser les subscriptions. GraphQL, ils ont prévu un truc dans leur spec. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. J'ai l'impression que vous avez tous compris qu'on est parti sur GraphQL. Donc voilà, on a fait notre choix et on va pouvoir l'intégrer à notre projet. Mais on va résumer un petit peu avant tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu pas mal de trucs. Et ça s'affiche toujours pas, super. Tu peux aller jusqu'au bout. Hein. Bah ouais, moi je peux aller jusqu'au bout. Ça va prendre un peu de temps. On a pas mal de slides. Hop. Voilà, donc là vous savez que vous en avez pour longtemps. Pour encore un petit moment avec nous. Ok. Donc on résume, POST/GraphQL qui ne suit pas les principes REST, c'est un query language GraphQL qui nous permet de déclarer la requête dans le body. Ça définit l'opération effectuée, la ressource qu'on cible. On peut lister les attributs, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire depuis le début. Pour les opérations, query va équivaloir au get, la mutation c'est pour faire l'équivalent du post, put, delete, et les subscriptions pour faire l'équivalent de ce qu'on fait avec les WebSockets. Avant de se lancer direct dans le code, moi j'aime bien savoir pourquoi tel langage ou tel framework a été inventé et pour quel besoin ça a été fait. Donc pour GraphQL, il faut repartir en 2011 avec Facebook qui sort son application mobile qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous en rappelez, moi plus trop. Et outre le fait que niveau UX UI, c'est plus du tout la même façon de penser, mais le point un peu négatif de cette application, c'était surtout qu'elle était hyper lente. Et donc, Facebook avait beaucoup de mal à le faire accepter à ses utilisateurs parce que elle prenait du temps et surtout, elle consommait énormément de data. Et à l'époque, on n'avait pas des forfaits illimités, donc consommer beaucoup, qui dit consommation de beaucoup de data, dit ça nous coûte super cher, donc on ne l'utilise pas. Et évidemment, on avait plein d'études qui ont montré que ça abîmait aussi un peu la batterie, donc pas dingue cette application. Donc Facebook se dit, bon, on a quand même pas mal investi, on va y réfléchir à nouveau. Et en fait, quand on se rend compte de leurs problèmes, c'était un peu le même que le nôtre, du coup. C'était de dire qu'ils avaient conçu leurs applications sans penser à leurs optimisations de la latence. Donc pour les applications mobiles, ça posait quand même un plus gros problème. C'est-à-dire que si vous voyez là, j'avais besoin d'afficher mes messages, parfois j'avais juste besoin d'afficher Guillaume en petit avec son nom et son prénom, et j'allais charger tout le payload. Donc pour des questions de slide, c'est un petit payload, mais imaginez que ce soit un gros payload qui prenne beaucoup de trame réseau. Donc GraphQL, ils auraient pu faire pareil que nous, donc penser à faire des API, des DTO, des JSON-View, mais Facebook, pas GraphQL, Facebook a beaucoup plus de budget que nous, c'est peu dire, donc ils ont inventé leur propre langage. Si on reprend, GraphQL, c'est un query language qui a été inventé en 2012. Il s'appelait à l'époque Supergraph. Il a été open sourcé en 2015 et la hype un peu de GraphQL, c'est surtout 2018 quand la fondation GraphQL a été créée. Deuxième réflexe des bons développeurs, avant d'utiliser une techno, on va voir la doc. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait avec Mathilde, on était voir la doc. Et le premier truc qui nous a frappé, c'est le schema en GraphQL. Le schema, c'est un endroit central où vous allez déclarer tous les objets que vous allez manipuler dans le query language GraphQL. Donc vous allez pouvoir déclarer des types complexes. C'est assez proche de ce qu'on fait dans le monde objet avec Java, par exemple, quand on déclare nos classes. En gros, les types complexes, c'est des types qui vont contenir des attributs, qui sont eux-mêmes des types complexes ou des types simples. On va pouvoir aussi définir des queries. Donc les queries, c'est nos opérations de récupération de données. Et des mutations. Là, cette fois-ci, pour aller modifier les données. Deuxième point hyper important de la doc de GraphQL, la doc me dit, je te renvoie toujours 200 OK, même quand il y a une erreur. Et s'il y a une erreur, il y a un formalisme particulier dans la réponse de la requête qui va décrire l'erreur. Et il y a un petit point aussi qui est pas mal à remarquer, c'est qu'on a un champ data
Ce champ data, en fait, il va nous permettre de renvoyer des données partielles au cas où on ait réussi à récupérer un certain nombre de données avant que ça se passe pas bien, et potentiellement pouvoir les utiliser en mode dégradé. La seule exception à cette règle du 200 OK, c'est quand on fait une erreur de syntaxe dans le corps de la requête, donc on se loupe sur un mot-clé, ou qu'on fait une erreur de format JSON. On va voir que pour déclarer des variables, quand on fait des mutations, on a une partie qu'on déclare en JSON. Si on fait une erreur dans ce JSON, on peut choper une 400 bad request. C'est la seule exception au 200 OK. Dernière petite question qu'on se pose avant de se lancer dans le vif du sujet. Comment je l'intègre dans mon app Spring Boot? Parce que nous, notre application de liste de cadeaux, là, c'est une app Spring Boot. Et justement, ça tombe bien, depuis mai 2022, on a un magnifique starter Spring Boot GraphQL qui autoconfigure la lib Spring GraphQL et qui est maintenu par Spring, du coup, qui est sorti. Il y a juste quelques prérequis à connaître avant d'utiliser le starter. Il faut être en Java 17 ou plus, en Spring Boot 2.7 ou plus, et on vous a mis la dernière version de la lib actuelle qui est en 1.2. Ok, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On va aller voir à quoi ça ressemble dans le code. C'est le moment du live coding. Alors, donc je sors mon meilleur IDE. Et on va aller voir un peu ce qui se passe dans le projet GiftList. Vous voyez qu'on a plusieurs ressources qu'on gère dans le projet. Les principales étant user, GiftList et GiftList item, c'est celles sur lesquelles on va se concentrer. Première étape pour utiliser le starter, l'importer dans les dépendances. C'est parti. Hop. Donc le starter, Spring Boot Starter GraphQL, on le met dans notre pomme et je vais juste rafraîchir mes dépendances Maven. Et si on avait été avant mai 2022, là, on aurait dû pas utiliser le starter, mais utiliser la lib Java GraphQL Kickstart, qui faisait à peu près la même chose. Pour migrer, nous, on a vraiment mis très peu de temps, autant chez le client que chez notre application, qui était quand même moins grosse. Deuxième étape, le schéma, c'est le truc central en GraphQL. On va définir le schéma. Et ça se passe dans le dossier ressources GraphQL quand on utilise le starter. Ça, c'est le dossier par défaut. On peut le redéfinir. Et on va déclarer notre type. Alors, le premier qu'on va déclarer, c'est le type user. Le type user, il est assez simple. Il y a 3 champs. Un ID de type ID. Alors, le type ID en majuscule comme ça, c'est un type qui est apporté par GraphQL, qui est dans le spec GraphQL. Ensuite, mon user, il va avoir un nom. Ça va être une chaîne de caractères. Et je vais mettre un petit point d'exclamation juste derrière pour dire que ce champ, il est pas nullable, qu'il est obligatoire. Et puis, une birth date, qui est aussi, là on va pas trop s'embêter, on va faire une chaîne de caractères non nulle. Donc ça, c'est mon schéma, mon type complexe user que je vais utiliser dans mon schéma GraphQL. Un autre truc qu'on peut faire dans les fichiers de schéma, c'est de mettre de la doc avec des docstrings comme ça. Donc, hop, je vais mettre un peu de doc. Vous allez voir, après on va voir à quoi ça peut servir, mais déjà en fait ça apporte de la doc dans le schéma et vu que c'est un peu le contrat d'interface de notre API, c'est pas mal, comme ça on décrit un peu les objets qu'on va manipuler. Ok, donc pour la partie user c'est bon, on va passer à la partie GiftList, c'est un peu le deuxième élément central de notre API. Donc nouveau fichier GraphQLS. Donc là, je coupe en plusieurs fichiers le schéma global. En fait, ce que le starter va faire quand il va se démarrer, c'est qu'il va prendre tous les points GraphQLS qui sont sous le ressource GraphQL, il va les concaténer et va refaire le gros schéma. Mais donc du coup, pour des besoins de lisibilité, là, je découpe un peu. Hop. Donc là, on va définir le schéma des GiftList. Bon, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour les users. J'ai mis un peu plus de doc, j'en ai mis un peu aussi sur les attributs. Voilà. Pareil, on va voir encore un peu plus tard à quoi ça peut nous servir autre que pour décrire ce qu'on est en train de déclarer dans le schéma. Et la dernière chose qu'on a à déclarer, si vous avez bien suivi, c'est les opérations. Donc les queries et les mutations. Hop. Et on va commencer par refactorer la partie user. Et la partie user dans mon API, il n'y a qu'une opération, c'est getUser. Voilà, donc j'ai un get sur mes users. Donc je vais créer une query. Hop. Je vais créer une query qui va aller récupérer un user en fonction de son ID. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. C'est le moment de refactorer notre contrôleur. Donc là, vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est un contrôleur REST. On va passer en GraphQL. Et pour passer en GraphQL, en fait, le REST controller, ça va devenir un contrôleur. Ça, c'est la notation de Spring qu'on a l'habitude d'utiliser. Le request mapping s'en va parce qu'on poste tout sur le /GraphQL. Donc on n'a plus besoin de request mapping. Et puis, ici, le get mapping, ça va devenir un query mapping. Ils ont été sympas, ils ont mis des trucs assez logiques. Et la pass variable, ça va devenir
argument. Donc pass variable, c'est la composante qu'on mettait dans l'URL en reste pour définir le user sur lequel qu'on voulait récupérer. Ici, on va définir ça comme un argument au sens GraphQL. Et puis si je regarde pour la suite, dans mon service, je n'ai pas besoin de changer mon implémentation. Dans mon repository, je n'ai pas besoin de changer mon implémentation non plus. Donc en fait, là, on a fini de refactorer. Vous voyez, c'est hyper rapide. Bon, c'est le moment de... Ah non, avant de lancer, un autre petit truc qu'on voulait vous montrer avec Mathilde, c'est l'interface GraphQL. Et l'interface GraphQL, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on a avec OpenAPI et les Swagger en REST. C'est une doc qui va être générée à partir en l'occurrence, à partir ici des schémas, et qui va vous permettre de naviguer un peu à travers tous les objets que vous avez définis dans votre schéma. Et donc, du coup, ça va permettre aux gens de découvrir votre API. Et donc, avec le starter, on peut faire tourner une interface GraphQL à côté du /GraphQL. Donc, on va aller requêter notre navigateur /GraphQL et on va avoir l'interface. Donc, on va lancer le projet. On va aller voir si ça fonctionne bien. On espère. Ça a l'air pas trop mal. Hop, donc là, on se retrouve sur l'interface GraphQL. Donc voilà, je ne vous ai pas menti, à côté du localhost 8080 /GraphQL, on a l'interface qui tourne. Et vous voyez que en fait, on a carrément la doc qui a été générée à partir des objets qu'on a déclarés dans notre schéma. Et notamment, si vous voyez, on a défini notre type user. On a les 3 champs qu'on a définis notre user. Et là, ici, on retrouve la doc qu'on a déclarée dans nos fichiers schéma. Donc c'est là la deuxième utilité des docstrings. C'est que ça va pouvoir être directement transcrit dans l'interface /GraphQL. Enfin, l'interface GraphQL, pardon. Donc, c'est quand même pas mal. On a aussi nos queries qui sont définies. Donc là, notre query pour récupérer notre user. Et on va pouvoir la tester directement dans l'interface GraphQL. Donc là, je sais qu'en base, j'ai un user qui a l'ID user2. Donc je vais lancer la requête. Et on voit que je récupère le user avec les 2 champs que j'ai demandé, ID et name. Si vous vous souvenez bien, il y a 3 champs dans user, ID, name et birthdate. Donc je vais pouvoir aller lui demander le 3e champ. Et on va voir que ça apporte bien la flexibilité qu'on avait envie d'avoir avec Mathilde. Là, j'ai bien récupéré ma birthdate. Ok, bon, ça c'était le niveau 1 du refactoring. Le niveau 2, on va aller voir dans le contrôleur giftList qui a un truc en plus qui est alors ça c'est item, c'est pas le bon. GiftList, voilà. Lui il a 2 opérations, il a un get, donc ça va être à peu de choses près la même chose que ce qu'on vient de faire pour le getUser, et puis un post mapping, donc un post pour créer nos utilisateurs en REST. Donc on va le refactorer aussi. Première étape, on va compléter le schéma. Compléter le schéma d'abord en définissant la query qu'on va devoir définir pour remplacer le get. Et puis ensuite la mutation. Et la mutation, donc du coup, elle va prendre en paramètre un objet qui va nous permettre de renseigner tous les champs de la gift list qu'on va vouloir créer. Donc ici, le gift list creation request qui ne connaît pas encore, je ne l'ai pas encore défini. On va aller déclarer ça dans notre schéma des gift lists. Et la petite spécificité pour les objets qu'on passe en paramètres en GraphQL, c'est qu'on ne les déclare pas avec le mot-clé type, on les déclare avec le mot-clé input. Donc ça permet de différencier les objets qu'on va passer en entrée de nos mutations. Et voilà, du coup là je lui mets les champs que je vais vouloir renseigner pour créer une liste de cadeaux. Et si je vais ici, bon, c'est bon, là il me crie plus dessus, il a compris que j'avais déclaré ce truc. Bon, c'est parti, on refactor le contrôleur. Bon, là ça va être assez rapide, on a déjà vu la moitié du boulot. Ça va devenir un query mapping. Hop. Ça va devenir un argument. Hop. Et ensuite, pour refactorer le post mapping, en fait, on va utiliser la deuxième annotation qui est mutation mapping. Ils ont été hyper sympas. Et le request body, ça va devenir un argument. Et là, il y a une petite spécificité que je voulais vous montrer. C'est qu'ici, vous voyez que mon attribut, ici, je l'ai appelé requestDTO. Sauf que dans mes opérations, ici, il s'appelle request. Et lui, il fait du matching sur le nom des attributs et le nom des méthodes pour définir les opérations et les paramètres en entrée. Donc du coup, jusque-là, j'avais tout bien nommé. Mais on peut aussi redéfinir le nom de l'attribut dans le schéma. Et donc du coup, ici, je vais lui dire, dans le schéma, il s'appelle request, mais moi, je veux l'appeler requestDTO. Voilà. On peut faire pareil sur les mutations mapping, query mapping. Ok. Dernier contrôleur qu'on voulait refactorer là aujourd'hui, c'était le giftListItem controller.
Si on regarde ce contrôleur, le seul endpoint qu'il expose, c'est un endpoint pour uploader des fichiers multipart, donc une image des propositions de cadeaux. Et du coup, ce contrôleur-là, on ne va pas le refactorer. On ne va pas le refactorer parce que déjà, ce n'est pas supporté par le starter GraphQL. Et ce n'est pas supporté par le starter GraphQL pour une raison que les gens qui développent le starter ne veulent pas le développer. En fait, la spec GraphQL prévoit le support du multipart. Mais en fait, les implémentations sont de plus en plus remises en question. Il y a des problèmes de perf et de sécurité notamment. Et du coup, les gens qui font le starter ont décidé de ne pas implémenter cette partie de la spec. Et la recommandation, c'est de rester sur des endpoints REST pour faire du multipart. Donc, ça, c'est un exemple concret de ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Mathilde. REST et GraphQL, ça peut très bien cohabiter ensemble. C'est pas on oppose l'un à l'autre, c'est ça répond à des besoins différents. Ok, donc ça, on n'a pas besoin de le refactorer. On va relancer le serveur. Hop. C'est parti. Et là, je vais vous montrer un peu l'interface de Postman pour changer un peu. Donc Postman, en fait, il a une interface qui est adaptée à faire des requêtes en GraphQL. Donc pour le get, ça n'a pas beaucoup changé, puisque de toute façon, la query, elle est standalone, elle se suffit à elle-même. Et donc là, du coup, si je fais un get sur le gift list 1, bah, je vais bien récupérer la gift list 1 avec les champs que j'ai demandé. Donc ça, c'est juste pour vérifier que ça marche. Et ensuite, bah, pour la mutation, on a une requête qui est un petit peu différente. Le formalisme change un peu, parce qu'ici, il faut qu'on lui passe en paramètre l'objet qui va nous servir à définir les champs de la gift list qu'on veut créer. Et pour ça, eh ben, on a une deuxième petite fenêtre dans Postman qui nous permet de déclarer en JSON. C'est là qu'on peut faire une erreur de JSON et se taper une 400. On va déclarer la variable input. Et puis ensuite, on va dire à GraphQL d'aller chercher dans les variables la variable input et de la passer en paramètre de la mutation pour créer notre gift list. Si on exécute ça, ça s'est bien passé, 200, et il m'a créé une nouvelle gift list. Sachant qu'en retour de création, c'est pareil en fait, on a aussi la sélection des attributs qui se fait. Je peux demander qu'un sous-ensemble des attributs en retour de la création, ça marche de la même manière. Ok, dernier truc qu'on n'a pas vu, après je vous laisse tranquille, on ne fera plus de code. Dernier truc qu'on n'a pas vu, c'est la gestion des erreurs. Ici, vous voyez que j'ai pas mal de contrôleurs advice sur un peu toutes mes ressources. Ça me permet de définir mes exception handlers. On a l'habitude de les voir quand on fait du REST. En fait, là, si je veux refactorer, je vais utiliser la notation GraphQL exception handler pour ma user not found exception. Donc, vous voyez que c'est encore une fois, ils ont été sympas. C'est quand même assez proche de ce qu'on faisait avant. En paramètres, on va lui donner l'exception qui a eu lieu et le data fetching environment. Ça va nous apporter des infos sur où ça s'est mal passé, donc dans quelle opération, à quel moment de l'opération, etc. On va réussir à collecter un peu de contexte. Et puis, on va retourner une GraphQL error et il faut qu'on lui donne un error type. Et on va lui dire que c'est une data fetching exception parce qu'on n'a pas réussi à récupérer la donnée. Ok. Là encore, ça va assez vite à refactorer. On va relancer le serveur. On va vérifier que ça fonctionne. Hop. C'est parti. Donc là, je reprends ma query du user. Je sais que dans ma base de données, j'ai aucun user qui s'appelle unknown user. Donc je vais lancer la requête. Et là, on voit que j'ai bien eu une 200 OK. Donc la doc de GraphQL ne m'a pas menti. Et on me renvoie bien les erreurs formalisées d'une certaine manière, avec un champ data. Bon, ici, on n'avait pas récupéré de données partielles, donc on n'a rien renvoyé. Et vous voyez que l'erreur, c'est bien une data fetching exception, donc il est bien passé par mon GraphQL error handler. Bon, voilà, je pense qu'on a déjà vu pas mal de trucs. On va peut-être résumer un petit peu. Un petit récap. Ouais, après le long monologue de... Après mon bon monologue. Je vous fais juste un petit récap de ce qu'on a vu. Vous avez un fichier central qui décrit votre contrat d'interface, qui est le schéma, où vous pouvez décrire les types, les queries et les mutations. Vous le déclarez dans source main ressource.graphql, enfin /GraphQL, vous pouvez le déclarer ailleurs, mais il faudra le spécifier. Au niveau documentation GraphQL, c'est top. Ça vous permet de découvrir l'API un peu de manière autodécrite. Au niveau des annotations, c'est les annotations qu'on a l'habitude d'utiliser. Forcément, si c'est supporté nativement par Spring, forcément, c'est facile. Et au niveau des exceptions, vous avez un petit peu de code à faire en plus, même si depuis qu'il y a le starter, c'est quand même plus facile à faire avec la lib qu'il y avait avant. Il y avait quand même plus de code custom à faire par-dessus.
Donc ça, c'est assez simple à faire. Tout ça, c'est des trucs qui, depuis le starter, nous ont pris très peu de temps à faire. Donc cool. Si on continue, il y a des trucs dont on ne vous a pas parlé, sinon le live coding de Guillaume aurait duré plus que 45 minutes. Oui. Premier truc, c'est de la pagination. Ouais, on n'a notamment pas parlé de la pagination. Alors on peut faire de la pagination GraphQL. Le starter rend la pagination GraphQL compatible avec la pagination scroll de Spring Data. Donc la pagination scroll, moi je ne connaissais pas personnellement avant de découvrir ça avec le starter. En gros, on place un curseur sur nos données, on fait bouger une fenêtre. Et du coup, on parcourt nos données de cette manière-là. Donc ça représente vraiment un scroll sur nos données. Et ce qui est sympa, c'est que le starter, il va nous générer les types GraphQL qu'on va utiliser pour faire cette pagination. En gros, nous, tout ce qu'on va avoir besoin de faire dans le schéma, c'est de définir une query avec les 4 paramètres first, after, last et before. Et en retour de cette query, il faut définir un quelque chose connection. Donc là, ici, user connection, parce que je pagine mes users. Et le starter, lui, va réussir à générer ces types-là pour nous aider. Donc ça va être lui qui va faire tout ça. Il va nous générer le type user connection, user edge qui est un wrapper autour de notre user avec des infos sur le curseur et puis la page info pour qu'on puisse se retrouver dans notre pagination. Côté code, on a le contrôleur qui change un tout petit peu, c'est pas grand chose. En gros, l'objet scroll subrange va nous permettre de wrapper les 4 paramètres qu'on a donnés en entrée de notre query dans le schéma. Et on va retourner une window, et ça c'est un type de Spring Data aussi. Deuxième point sur lequel... le retour des slides noirs. Deuxième point sur lequel on n'a pas parlé, c'est les scalars. Donc ça vous permet de vous faire des types custom. Si je prends un exemple, si vous avez besoin de faire une date par exemple, c'est pas un type complexe parce qu'il n'a pas plusieurs attributs à l'intérieur, mais il faut bien que vous puissiez le faire. Donc vous avez des scalars en GraphQL. Du coup, il y a des scalars qui sont directement importés par le starter, mais il y avait aussi des GraphQL Extended Scalars qui vous importent la plupart des scalars dont on a l'habitude d'utiliser. Il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à les déclarer dans votre schéma, donc, là où vous avez mis votre contrat d'interface, et le tour est joué. Si vous voulez vous faire du custom, parfois on en a besoin. Là par exemple j'ai un exemple d'instance scalar, donc d'un scalar qui vous permet de faire des instances. Et vous avez juste à mettre toute la logique de sérialisation et de désérialisation. Petit conseil, si vous avez une archi microservice, mettez-le dans votre lib pour que tous les microservices puissent utiliser les mêmes et que vous n'en ayez pas des différents de partout et que ça devienne l'enfer à maintenir. Le point sur lequel on ne peut pas ne pas passer si on parle de GraphQL, c'est des sub-resolvers. Parce que là, si on prend un peu toute l'optimisation, c'est de se dire que là, vous aviez votre client et votre API, par exemple, et donc vous aviez de l'optimisation de la latence entre les deux, trop cool. Par contre, on n'a pas été jusqu'à la DB, en fait. Là, on fetch exactement toutes nos données, donc on n'a pas poussé l'optimisation jusqu'à optimiser nos requêtes en DB. Donc en fait, si on prend un petit exemple, là on se dit, on a une GIF list, on a une jointure avec des propositions. Dans notre schéma, vous ne voyez pas, mais vous avez la proposition et toute la GIF list. Et donc le rêve, c'est de se dire, si je demande ma proposition, je vais la chercher en DB. Si je ne la demande pas, je ne vais pas la chercher. Donc ça, vous pouvez le faire à l'aide d'une annotation qui s'appelle schema mapping, qui se fait assez facilement. Vous déclarez le type sur lequel vous êtes en train de travailler, donc la GIF list, et le field que vous voulez récupérer en lazy, donc plus tard ou uniquement quand vous en avez besoin. Et vous avez aussi besoin de vous faire une déclaration de requête custom pour récupérer seulement les propositions et pas toutes les données dont vous avez besoin. Attention, on ne fait pas ça de partout, faut l'utiliser avec parcimonie parce que déjà vous altérez votre modèle. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la composition et de mettre votre objet à l'intérieur du coup de votre DTO, vous ne pourrez pas parce qu'il y a des fois où vous allez le récupérer, des fois où vous n'allez pas le récupérer, donc ça va vous casser une erreur. Et puis vous allez rajouter des requêtes à maintenir en plus. C'est plein de requêtes custom, vous allez dire je veux récupérer que ça, je veux récupérer que ça. Donc ça, c'est pas à faire de partout. Faites-le que si vous avez vraiment déjà des problèmes de perf. Et ensuite, si vous avez des données conséquentes à récupérer avec des jointures ou plusieurs jointures, il n'y a aucun intérêt à le faire si toutes les datas sont dans la même base, enfin dans la même table. Vous allez avoir aucun intérêt au niveau de la perf, à part embrouiller tous vos développeurs.
Côté client, donc comment on consomme une API GraphQL, on a ce qu'on appelle de l'introspection qui vous permet d'avoir pas mal de data que vous récupérez. Donc ça donne beaucoup de flexibilité quand vous intégrez une API. C'est-à-dire vous pouvez vous dire j'ai besoin de tous les types qu'il y a dans mon API. Il va vous relancer tous les types. Donc il va vous dire il y a des queries, il y a des mutations assez logiques, mais il y a aussi des strings, il y a des GIF lists. Il va vous donner les scalars et les types complexes. Donc vous aurez plein d'infos. Pareil pour les fields, vous allez pouvoir lui dire dans GIFList il y a quoi comme type de field, est-ce qu'ils sont non nullables, enfin est-ce qu'ils sont nullables, est-ce que c'est des scalars, est-ce que c'est des types custom. Donc là vous allez pouvoir en fait découvrir votre API. Il y a plein d'autres champs, donc je ne vais pas faire la description exhaustive, mais vous allez avoir plein d'infos sur vos mutations, sur vos queries, sur les descriptions, sur de la doc, et surtout ça vous apporte beaucoup plus de flexibilité dans l'intégration. Attention, qui dit flexibilité dit tout le monde peut découvrir tout ce qu'il y a dans votre API. Donc en production, on évite ou alors on contrôle l'accès. Pour consommer l'API, puisqu'on en revient à la consommation de notre API, nous on a utilisé Apollo. C'est un client qui vous permet côté front d'utiliser, de consommer votre API avec React, avec Angular. Nous on a fait du React là dans notre cas. C'est le plus répandu et c'est là où on se semblait, comme c'est celui qu'on avait beaucoup utilisé, on semblait beaucoup plus légitime de vous en parler. Et en vrai, il n'y a pas tant de trucs à dire. L'intégration est assez facile. Vous avez juste à déclarer un client dans votre lib React et va être un provider au-dessus de votre app. Et ensuite, vous pouvez utiliser vos queries et vos mutations. Vous allez pouvoir déclarer du cache aussi. Ça ne se fait pas exactement comme quand vous faites du REST avec des requêtes options, etc. Là, ça se trouve forcément entre votre front et votre back. Et vous allez pouvoir lui dire quel type d'argument vous voulez faire. Donc, par exemple, si vous voulez faire du cache first, ça veut dire que vous allez tout le temps taper dans votre cache. Sinon, ça dépend un peu de la vitesse d'affichage dont vous avez besoin. Et est-ce que vos datas vont être souvent rechargées ou pas du tout. Et si on reprend comment on appelle nos queries dans le code, il suffit de faire un useQuery, donc le hook qui y a au-dessus, et de déclarer votre GIFList. Le seul petit point négatif de ce truc-là, c'est que là, vous voyez, vous déclarez les attributs dont vous avez besoin. Donc si vous avez besoin d'autres attributs, vous êtes obligé de redéclarer votre GetGIFList, par exemple with proposition. Très, très, très beau en anglais. Et dans un fichier surtout à part, parce que sinon, vous allez polluer tout votre code React. Si on résume un peu, du coup, au niveau de la pagination, c'est faisable, Guillaume vous l'a montré, avec de la pagination scroll. Vous n'avez pas grand-chose à faire parce que tous vos types sont autogénérés dans votre schéma, donc vous n'avez pas besoin de faire du code custom. Et vous allez utiliser de la nomenclature graph comme connexion, edge, node. C'est des trucs, si vous avez fait du graph, que vous avez l'habitude d'utiliser. Côté scalar, vous avez vu, c'est assez facile aussi, mais c'est important de savoir que ça existe. C'est des types custom. Ça permet de centraliser et de contrôler votre logique de sérialisation et de désérialisation. Et surtout, n'en faites pas à toutes les sauces. Normalement, vous n'avez pas besoin de déclarer des scalars tous les 4 matins, sinon c'est qu'il y a un problème dans la conception de votre API. Et les subresolvers, pareil, vous n'en mettez pas partout. En vrai, il y en a. Mais vraiment dans des cas où vous avez besoin de faire de l'optimisation de la performance jusqu'au bout. Et côté Apollo, vous avez vu l'intégration de votre front est assez facile, c'est assez répandu, autant en React qu'en Angular. Alors pour conclure un petit peu sur tout ce qu'on vous a raconté, on peut se poser légitimement la question de pourquoi utiliser GraphQL en 2023. Notamment parce qu'on a vu qu'à la base, c'était fait pour optimiser la latence réseau et la quantité de données qui étaient envoyées sur le réseau. Aujourd'hui, avec les forfaits mobiles qu'on a, c'est moins un sujet parce que on a beaucoup plus de données, donc en fait, la taille du payload, c'est un peu moins important qu'avant. Mais il y a toujours des très bonnes raisons d'utiliser GraphQL, en fait. La première, vu qu'on vous en a pas encore assez parlé, c'est la flexibilité. S'il y a un mot à retenir, je pense que c'est celui-là. Et en fait, c'est GitHub qui en parle très bien. En gros, eux, ils ont plein d'intégrateurs. Donc, ils ont choisi GraphQL parce que comme ça leur a facilité la vie. Déjà à eux, parce que pour renseigner leurs intégrateurs, c'était beaucoup plus simple. En fait, leurs intégrateurs, ils avaient une API qui s'auto-décrivait. Et donc, du coup, c'était hyper facile pour eux de s'intégrer avec GitHub.
On a parlé des données en vous disant que c'était moins un sujet. En fait, c'est toujours un petit peu un sujet parce que les connexions lentes, ça existe toujours. On peut toujours se retrouver en 3G. Quand on se retrouve en 3G, si on a moins de données à charger, ça va plus vite. Et puis, c'est mieux pour la planète de minimiser les trames réseau. Donc, c'est toujours un avantage de GraphQL. Alors néanmoins, c'est pas forcément utilisé partout. Avec Mathilde, on a choisi 3 cas dans lesquels on peut se poser la question, est-ce que GraphQL c'est pertinent? Le premier, alors c'est le moins évident, c'est si on veut faire de la communication entre nos microservices back-end. Souvent, quand on a une architecture microservice back-end, on a moins de latence entre nos microservices parce qu'aujourd'hui on met tout ça dans un VPC et c'est pas forcément une grosse problématique, en tout cas pas pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une API hyper autodescriptive puisque c'est des microservices qui parlent entre eux. Par contre, et c'est même pire que ça, c'est que quand on fait de la communication avec des microservices back-end, on a parfois besoin d'un contrat d'API fort, en tout cas on préfère. Et puis si votre but c'est vraiment d'optimiser la bande passante, c'est pas forcément GraphQL qui va être le plus pertinent dans ce cas-là. Il y a des trucs beaucoup plus adaptés qui existent, notamment le protobuf, gRPC avec du protobuf. Là c'est vraiment des choses qui ont été taillées pour ça, donc qui vont être beaucoup plus pertinentes à utiliser. Le deuxième cas dans lequel on voulait se placer, c'est une web app d'administration. Donc, ce qu'on entend par web app d'administration, c'est un outil en interne qui vous permet d'instancier des ressources dans votre SI. Là encore, c'est un truc qui va, dans certaines situations, être hébergé pas trop loin de vos microservices. Donc, on imagine qu'il y a un peu moins un moins gros sujet de latence réseau. Et puis, on l'accepte plus aussi. Et on l'accepte plus. On n'a pas forcément une nécessité d'avoir une API hyper flexible et autodécrite avec une intégration très souple, sauf, en fait, ça dépend de la taille de l'entreprise, j'ai envie de dire. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, et en fait, le vrai point qui va permettre de prendre la décision, c'est l'appétence de vos équipes à utiliser GraphQL. En fait, si personne ne sait faire du GraphQL et que vous allez avoir besoin de temps pour faire monter vos équipes en compétences, ce n'est pas forcément le meilleur choix à faire. Et puis enfin, le cas qu'on trouve idéal avec Mathilde, c'est une application à destination du mobile, ou en tout cas à destination de plusieurs clients qui vont s'intégrer avec cette application. Le gain de latence réseau dans le cas d'une application mobile est toujours intéressant. L'interfaçage, quand vous avez plusieurs clients, l'API autodécrypte, c'est vraiment un gros plus. Et la flexibilité, récupérer uniquement les données qu'on veut, pouvoir un peu jouer avec l'API et avoir un truc qui répond à notre besoin, qui fit parfaitement notre besoin, c'est vraiment le gros point fort de GraphQL. Voilà, donc on est arrivé au bout de ce talk. On espère qu'on vous aura appris des choses sur GraphQL et puis donné envie d'aller jouer un peu avec la techno, c'est hyper intéressant. Comme on vous dit, nous on a appris plein de choses, même en dehors du cadre de GraphQL, quand on a été faire ce petit projet-là. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et merci à tous, surtout. Merci. T'as pas noté. Est-ce que vous avez des questions, du coup ? C'est très clair ? À partir du moment où tu as identifié que ton API elle était éligible à passer à GraphQL, à combien tu estimes le coût de basculement entre la montée en compétence sur le GraphQL et l'implème? Tu veux répondre ou tu veux que je réponde ? Je te laisse répondre, c'est toi l'expert. Du coup, tu comptes aussi la montée en compétence des gens. Alors, déjà, pour la partie montée en compétence, pour te dire, moi, en arrivant dans ma mission, j'avais jamais fait de GraphQL avant. Et alors, effectivement, il y avait des membres de l'équipe qui étaient déjà formés, donc un peu traître comme réponse, mais franchement, j'ai vraiment pas eu du tout du mal à m'adapter au contexte. Donc moi, je trouve que cette partie-là est pas tant impactante au niveau du temps. Par contre, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire. Donc s'il n'y a personne formé, c'est pas bon. Donc ne partez pas sur une techno si vous avez aucune formation et aucune personne qui est formée dessus. Et puis il y a d'autres
choses dont on ne vous a pas parlé, comme le monitoring, comme le versionning, etc., qui sont aussi des enjeux dont on n'a pas eu le temps de parler. Donc je ne pourrais pas te donner un temps, ça dépend un peu des équipes, ça dépend de la taille, et il y a aussi le temps aussi de migration, parce qu'il va falloir que tu migres tous tes endpoint REST, donc ça dépend si tu pars. Nous on est parti sur un nouveau produit justement, où là on avait décidé de faire du GraphQL, et maintenant le produit a 5 ans, donc ça va. Mais par contre, pour migrer tout, il faut vraiment que tu aies un use case où tu as besoin de cette flexibilité-là. Et puis il y a des petites situations aussi où il y a des spécificités de REST qui ne sont pas forcément hyper évidentes en GraphQL. Il y a des petites problématiques de sécurité, notamment où il peut y avoir des micros ajustements à faire par rapport à la façon de faire en REST. Puis monitoring, on en a parlé un petit peu, enfin on n'a pas parlé dans la presse, mais Mathilde en parlait un petit peu. Où là, ça va changer parce qu'en fait, ce qu'on fait en monitoring classique, où on a des endpoints REST et on monitor, j'ai tapé sur tel endpoint pour récupérer les users, en fait, maintenant, on tape sur post/GraphQL, en fait. Donc du coup, il y a tout un enjeu de transmettre l'information de quelles ressources j'ai ciblées en GraphQL pour monitorer, remonter ça après dans des outils de monitoring et avoir l'information, en fait, et pas juste avoir, j'ai plein de requêtes sur mon post/GraphQL. Mais ça se fait, ouais, parce que là, mais ça se fait très bien. Mais il y a plein d'enjeux qu'on n'a pas eu le temps de vous parler en 45 minutes. Donc, effectivement, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la formation, il y a beaucoup d'enjeux autour. Mais je pense que, par exemple, commencer par partir sur un nouveau produit où là, on peut le tester et on peut voir si nos équipes aussi adhèrent au changement, parce que c'est souvent ça le problème. Je pense que c'est plutôt la bonne solution. Ouais, c'est fini. Est-ce qu'il y a une deuxième question ou j'ai pas le droit de répondre à une deuxième question? Non. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, on sera là demain aussi pour discuter. Ici, et on on a des stickers aussi, si vous voulez. Ils sont vraiment beaux.